Bonjour tout le monde. Dans le cadre de master en biochimie médicale pour l'année 2023-2024, je pense, en tout cas nous sommes en décembre 2023, il nous a été demandé de discuter avec vous l'évaluation de la fonction rénale, notamment les biomarqueurs usuels et les nouvelles approches. Je suis Marcel Azabji, je suis médecin, physiologiste, FMSB, ministère de la Santé, et je suis joignable uniquement par texte ou par voice au numéro 655 327 339 ou bien par email. Donc, n'hésitez pas. Oui, nous allons parler de quelques rappels sur le cahier de charges du rein. Nous allons ensuite discuter le pourquoi du évaluer par rapport au comment évaluer. Et nous prendrons quelques petits moments pour parler des recherches actuelles, des nouveaux marqueurs, des techniques de validation, sans entrer dans comment ça se passe. Voilà. Déjà, il faut savoir à quoi nous servent nos reins. Nos reins nous servent à maintenir dans un seuil homéostasique les volumes et la composition du milieu intérieur. Et puis, pour ce faire, il y a une notion d'épuration qui a souvent été présentée comme étant la première mission du rein. En fait, mais l'épuration, c'est pour l'homéostasie de quantité et qualité dans le milieu intérieur. Et cette épuration, qu'est-ce que nous épurons essentiellement au niveau du rein? C'est du sang à partir duquel nos reins décident ou pas de retirer un certain nombre de substances qui ne sont pas forcément des déchets. La quantité de sang par unité de temps qui perd de ces substances est appelée la clairance. Tout ça, c'est des rappels pour vous. Le rein a aussi une fonction extrêmement centrale dans l'équilibre acide-base. L'équilibre acide-base en fonction de la fonction pulmonaire également. Et voilà, le rein a une fonction endocrinienne bien connue depuis des décennies sur l'hématopoïèse, donc par le biais de la sécrétion de l'érythropoïétine qui va aller agir sur la moelle et produire et influencer la production de globules rouges, le calcitriol. La séquence de phénomènes système rénine, angiotensine, aldostérone pour la fonction vasculaire à proprement parler, d'une part, mais l'aldostérone pour la fonction rénale telle que vous la connaissez et telle que j'ai vu dans les cours qui ont précédé cette leçon-ci, qui était extrêmement bien expliquée. Voilà. Bien, nous avons deux reins. Je ne pense pas que les rappels morphologiques, nous avons deux reins qui donnent lieu à des uretères dans lesquels s'écoule l'urine dite définitive et qui va être collectée au niveau du bassin dans la vessie. Les anatomistes, les histologistes vous ont certainement parlé de ça. Dans chaque rein, il y a des millions de néphrons qui sont l'unité de base, l'unité fonctionnelle de base. Un néphron, bon, on va commencer par la tête. Le néphron commence par une capsule glomérulaire qui donne lieu donc une tuyauterie donc, assez contournée là, qu'on va appeler le tube contourné proximal, qui descend en devenant l'anse de Henle, branche mince descendante, branche mince ascendante, mais branche épaisse ascendante également, qui devient le tube contourné distal.
Le reste de ce que vous voyez sur cette architecture, c'est de la vascularisation. Le rein est richement vascularisé. On reviendra là-dessus. C'est un organe d'échange. Et l'échange le plus simple avec le milieu intérieur, c'est de choisir les volumes sanguins pour échanger avec le rein et produire l'urine. Nous sommes ici sur une représentation très schématisée de ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que nous avons le système vasculaire qui rentre dans le glomérule en donnant des capillaires glomérulaires. À la sortie, c'est l'artériole efférente. Et lorsqu'on repasse à côté des tubules, c'est le capillaire péritubulaire qui va aller à la fin donner la veine. Les mouvements qui sont faits pendant ce temps-là, en dehors du mouvement de la circulation sanguine, bien sûr, bon, sur cette circulation sanguine, on pourrait avoir de la vasomotricité, vasodilatation, vasoconstriction, afférente comme efférente, en fonction des pressions que nous avons besoin de jouer ici. Pour faire quoi? Pour faire le premier mouvement. Le premier mouvement, c'est la filtration. Donc, des substances et de l'eau passent du sang au niveau glomérulaire à travers la membrane de filtration glomérulaire vers le secteur urinaire. Et on obtient ce qu'on appelle à ce moment-là l'urine primitive. L'urine primitive parce qu'en fait, il va y avoir un certain nombre de modifications sur quasiment tous les segments, hein. Des modifications de réabsorption et de sécrétion. Parfois des choses qu'on n'a pas filtrées ou des choses qu'on a filtrées. Le glucose, par exemple, va être filtré et entièrement réabsorbé, de telle sorte qu'on n'ait pas de glucose dans les urines, sauf cas de maladie. Alors, dans l'urine, ici, je parle donc de l'urine définitive. L'urine définitive, le mouvement, on va l'appeler l'excrétion. Donc, nous avons la filtration qui est au niveau glomérulaire, et puis nous avons réabsorption et sécrétion qui sont au niveau tubulaire. L'excrétion, c'est lorsqu'on tombe hors du rein vers les urétères et la vessie. Voilà. On ne va pas passer du temps à faire le même type de rappel. J'assume que vous savez tout ce qui est sur cette diapositive. C'est juste redire des choses similaires. Mais en gros, la quantité de sang qui passe par le rein rejette moins de 1% de son volume. Si nous urinons à peu près 1%, si la quantité d'urine que nous avons émise est à peu près de 1% dans le milieu extérieur, sachez que 99%, si vous prenez ce 1%, 99% sont restés dans le rein. Voilà. Donc, déjà, au niveau de la filtration, on a à peu près 20% du volume de sang qui arrive, qui est filtré. Et c'est ce sang qui va être... c'est ce 20% qui va être soumis à la filtration. Et voilà, une partie de du volume filtré va revenir vers la circulation sanguine, à peu près à 19%. C'est pour vous dire, sur l'hémodynamique, côté sanguin, ou bien sur la dynamique du flux urinaire, tout ce qui sera nécessaire pour l'homéostasie organique, la diffusion, les transports d'eau, et on reviendra dessus quand on va parler des pathologies rénales, en tout cas des marqueurs, des biomarqueurs rénales. La force de filtration, celle qui crée la filtration, s'appelle pression nette de filtration. En réalité, c'est une décomposition, c'est une addition de la pression hydrostatique apportée par le sang, la pression hydrostatique qui est favorable à la filtration,
Mais de la pression hydrostatique, celle-ci c'est l'urine primitive. Donc, dans le tubule, il y a déjà dans la capsule de Bowman, côté glomérulaire, il y a déjà de l'urine voilà, qui empêche avec une force de 30 mm de mercure, une pression de 30 mm de mercure. Alors que de nouveau dans le sang, il y a ce qui empêche avec une pression qui est de type chimique, une pression colloïdo-osmotique, donc elle est liée au taux de protéines qu'on a dans le sang, de 15 mm de mercure. Alors, force chimique, force de pression hydrostatique pour les deux autres, ça donne la pression de filtration qui est de 10 mm de mercure. Ça, c'est la mise en place des choses. On continue. La filtration, ce n'est pas seulement la force nette, la pression nette de filtration que nous avons vue. La filtration se fait aussi en fonction du type de substance. En gros, toutes les substances qui sont de taille moléculaire très importante ne vont pas filtrer. Or, le plus simple, c'est de prendre une protéine. Hein. Si vous prenez une albumine, elle ne va pas filtrer. Mais il n'y a pas seulement la taille de la protéine, la taille de la substance, il y a aussi sa charge électrique. Cette diapositive vous montre qu'on peut avoir la même substance, le dextran polyanionique qui est chargé négativement, polyanionique qui est chargé négativement, le dextran polycationique qui est chargé positivement. Si on prend la même taille de dextran polyanionique et on compare à la même taille, c'est-à-dire 30 angstroms de dextran polycationique, on voit que en effaçant le facteur taille, la charge électrique permet au polycationique de filtrer à peu près à 70%, la filtrabilité relative en Y ici du dextran polycationique de 30 angstroms est de 70%, pendant que l'autre est à moins de 1%. Et à moins de, oui, on va dire de 0,1. Voilà. Donc, rien que la charge électrique, mais si on prend le même dextran, mais à des tailles différentes, des dextrans polyanioniques à des tailles différentes, à 22, à 26, à 30, à 34, on voit que plus la taille augmente, plus la filtrabilité devient nulle. Voilà. Donc, la filtration glomérulaire, ce n'est pas seulement les pressions que nous avons vues, mais c'est les caractéristiques atomiques, on va dire ça comme ça, ou moléculaires de la substance. Bien. Nos reins sont soumis vraiment à la susceptibilité de développer une maladie basée sur des choses, sur sur le background génétique. Vous allez voir des populations où l'exposition à quelque chose rend directement malade rénal. Et des familles, ça peut être des familles, ça peut être des clans. C'est vraiment population spécifique. Toutefois, il y a l'historicité d'une personne, d'une communauté. Il y a beaucoup de choses sur les sels de potassium, la consommation même du sel de cuisine, ainsi de suite, qui augmente la rétention d'eau et qui finit par faire une hypertension qui va détruire le rein. Cela est visible dans toutes les civilisations humaines. La toxicité des substances également est un très gros point pour l'agression du rein. Je pense que vous êtes très bien placé pour connaître tous ces médicaments-là. Prenons les antibiotiques, prenons les aminosides, la gentamicine, ou bien dans certaines maladies professionnelles où on utilise le plomb, le mercure, et ainsi de suite. Il y a une toxicité qui est bien connue.
Et pour terminer, tout dépendra aussi du statut sanitaire. On connaît très bien la néphropathie diabétique, les atteintes de maladies du foie sur le rein, au cours du VIH, dans le rhumatisme articulaire aigu, le plus érythmateux disséminé, l'hypertension, qui est un gros tueur du rein, avec un cercle d'ailleurs qui est vicieux. Les maladies rénales peuvent induire l'hypertension et cette hypertension peut aggraver les maladies rénales, le paludisme, ainsi de suite. Voilà. Il faut évaluer la fonction. Pourquoi? Il faut le faire parce qu'on a besoin de diagnostiquer des choses, on a besoin de pronostiquer sur ce patient que nous avons reçu, de pronostiquer, voilà, est-ce que c'est une histoire de jours, d'années, ou bien de connaître l'état de son rein permet de savoir quels sont les médicaments qui sont dans une contre-indication formelle ou bien dans une contre-indication relative pour des patients qui sont hospitalisés ou bien en ambulatoire, bien sûr, de voir l'évolution. On fait le test, on lui dit, bon, dans la journée, s'il est en réanimation, par exemple, dans la journée, on va refaire dans la soirée, ainsi de suite, ou bien revenez dans un mois, dans 3. Bref, de suivre le patient. Et de plus en plus, nous avons des unités de suppléance. Récemment, on a quand même fait la chirurgie, donc la transplantation rénale. Mais la suppléance qu'on fait essentiellement, c'est la dialyse, qui peut être de l'hémodialyse, la dialyse péritonéale, l'hémodiafiltration, ainsi de suite. Donc, évaluer la fonction rénale est utile aussi et surtout pour choisir et prendre une décision sur la modalité de suppléance. D'ailleurs, c'est cette évaluation-là qui va parfois décider de dire il faut une hémodialyse, il faut entrer dans le pool des patients hémodialysés. Juste ça. Comment ça se passe? Ça se passe pas essentiellement, vraiment en routine de médecine. Ce qui intéresse les gens, c'est le débit de filtration glomérulaire. Mais on va voir que de plus en plus, on sait qu'il y a des petites faiblesses à ne mesurer que le débit de filtration glomérulaire. On mesure aussi le débit sanguin rénal, le flux plasmatique rénal si vous voulez, mais c'est le débit sanguin à partir duquel on va calculer le flux plasmatique rénal, comme vous connaissez, avec le PAH, l'Ipurane et consorts. Il y a l'évaluation des fonctions tubulaires en soi. Certaines substances qui sont uniquement réabsorbées, c'est-à-dire filtrées et réabsorbées, peuvent ne plus l'être. On sait qu'il y a un problème de réabsorption. Nous avons 67% de réabsorption de sodium, par exemple au niveau du tube contourné proximal. Idem pour le potassium. Nous avons une réabsorption complète de sucre, de glucose, lorsqu'on n'est pas diabétique. Bref, la réabsorption, les autres fonctions tubulaires, il y a pas mal de marqueurs qui sont utilisés. Et certains marqueurs deviennent avec le temps de plus en plus connus par rapport à d'autres. Parfois couplés à l'imagerie, bien sûr. S'il faut savoir, il y a le ratio de protéinerie. Est-ce que c'est une collecte d'urine de 24 heures, ainsi de suite. Donc, vraiment, c'est tout un catalogue de techniques et de substances qu'on utilise en fonction du plateau technique de l'hôpital et de l'environnement dans lequel vous êtes. Il y a une variabilité biologique qui peut être due non pas à forcément une pathologie, mais parfois c'est le régime alimentaire, parfois c'est l'exercice,
Parfois, c'est la variation de la pression artérielle, de la grossesse, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou bien des maladies rénales, bien entendu, bien entendu, bien entendu. Ou des maladies systémiques, comme le diabète sucré. Ce n'est pas toujours des mesures directes, il y a des mesures indirectes, il y a des approches maintenant qui sont, quand je dis maintenant, ça fait quand même plusieurs décennies, hein, où on utilise des équations, notamment pour deux substances bien connues, qui sont la créatinine et qui sont la cystatine C. On verra une page ou une diapositive où on décline les équations. Parlons d'abord du déterminant le plus ancien connu, qui est la créatinine. La créatinine plasmatique, supposons que ce soit ce pool en couleur verte, là, qui est là, le taux plasmatique. Ce taux plasmatique est sous l'influence de la protéolyse musculaire, donc la fonction musculaire à 85% sera celle qui constitue le pool de créatinine. Bien sûr, nous avons aussi la créatinine en fonction de notre alimentation. Qu'est-ce que nous mangeons? Vraiment, dans le qu'est-ce que nous mangeons, on a mis la viande bouillie, mais sachez qu'il y a des fruits également. Et dans les viandes, plusieurs types de viandes ne vont pas donner la même chose. Si vous mangez la viande de poulet, ce n'est pas la même chose que si vous êtes soumis à un régime carné de viande très rouge avec la viande de brousse. Bref, je n'entre pas dans ces détails-là. Va fournir donc à peu près 10 à 15% du pool plasmatique. Nous perdons de la créatinine par le rein, mais également par le tube digestif. Il y a ce qu'on appelle donc une clairance extra-rénale qui est intestinale, par le métabolisme intestinal. Par le rein, nous savons qu'il y a une filtration et une sécrétion. Je vous dirais que l'un des problèmes, c'est bien, mais l'un des problèmes était que pendant très longtemps, on a toujours pensé que la clairance rénale était uniquement due à la filtration et qu'il n'y avait pas de phénomène tubulaire. Mais on sait déjà depuis plusieurs années qu'il y a une sécrétion tubulaire de créatinine. C'est-à-dire que la créatinine, le taux de créatinine plasmatique est surtout lié à la fonction glomérulaire, mais quand même à la fonction tubulaire d'une certaine partie. Donc, nous pouvons, si on ne se base que sur le taux et la filtration glomérulaire, nous biaisons un tout petit peu la réalité de la substance en question, dans la créatinine. C'est la même diapositive, il y a quelques pathologies qu'on a mises pour dire qu'on peut avoir une augmentation du taux de créatinine qui ne soit pas lié à une maladie rénale. Parce qu'on pense que le taux de créatinine augmenté veut dire rein malade. Non. On peut avoir un hypercatabolisme, on peut avoir une pathologie neuromusculaire, ça peut être l'âge, le sexe, ainsi de suite. Ça peut être des modifications de régime alimentaire qui augmentent artificiellement, disons ça comme ça, la concentration plasmatique de créatinine. Et tant qu'on n'a pas tenu compte de ces autres possibilités d'augmentation, on peut croire que c'est parce qu'il y a une diminution de la filtration que la concentration plasmatique augmente. Et ça, c'est une erreur. Donc, le rein peut être tout à fait en bonne santé. Et si votre raisonnement ne tient pas compte des autres choses, on ne saura pas. Il y a également des médicaments, la cimétidine, l'Actim, les pathologies comme la cirrhose, l'hypoalbuminémie. Il y a beaucoup d'autres choses qui vont modifier la sécrétion tubulaire de créatinine. Parfois avoir des
qui sont difficiles à interpréter. Pour déranger, j'ajoute le patient C et le patient D. Bien. Nous avons parlé déjà de toutes ces situations, ce qui peuvent être des circonstances cliniques au cours de laquelle l'estimation est erronée. Alors, ce qui devient important, c'est, oui, quand on a mesuré le taux de créatinine, on a donc besoin, donc la courbe que nous venons de voir tout à l'heure, s'obtient. Pour avoir X, il faut faire l'application d'une formule. Si on est en pédiatrie, donc dans ces âges-ci, les nouveau-nés, âgés de 2 à 12 ans, pour la valeur de ce coefficient-ci, ou bien les pubertes filles et garçons pour la même valeur, multiplié par la taille en centimètres divisé par le taux de créatinine que vous avez mesuré, va vous donner le débit de filtration glomérulaire. Alors, pour connaître le débit de filtration glomérulaire, il faut calculer le taux de créatinine et appliquer cette formule appelée formule de Schwartz. C'est pour les enfants. C'est au cas où vous êtes en pédiatrie. On verra qu'il y a des surestimations si c'est un enfant anorexique, et ainsi de suite. Aussi, deux enfants de même âge n'ont pas souvent la même masse musculaire. Il y a des enfants vraiment trapus, des enfants extrêmement minces, mais qui n'ont pas... Alors, chez les adultes, si vous avez face à vous une femme, il y a cette formule que vous connaissez également, qui est toujours on doit avoir le taux de créatinine. Et ça, on multiplie par le poids, un coefficient que vous connaissez, que vous avez là. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas besoin de retenir toutes ces formules. Elles sont dans vos téléphones Android, dans vos poches, dans vos ordinateurs au labo. Donc, c'est pas ça le problème. Une autre approche, c'est ce qu'on appelle le modification diet in renal disease, qui est une formule un peu plus compliquée, pour ne pas dire beaucoup plus compliquée, parce que vous voyez qu'il y a des coefficients qu'on met plutôt en puissance. L'âge puissance, c'est ceci, l'albumine puissance, c'est cela. Ici, on tient compte de l'albumine et on tient compte de l'urée. L'urée puissance, c'est cela. Donc, bien sûr, c'est chaque fois normalisé. C'est depuis quelques décennies, hein. C'est pas nouveau ces choses-ci. Vous allez lire les articles liés à ces phénomènes. Bon, ça c'est une page où on reprend toutes les formules que vous venez de voir. Et vraiment de façon routinière, plus le débit de filtration glomérulaire va permettre de classer. Si c'est vraiment très petit, on va dire que c'est une insuffisance qui est au stade de 4 à 5. Ou bon, on ne sait pas encore si aigu, c'est au stade 3, stade 2, ou bien si c'est quelqu'un de tout à fait, on va dire, normal, on va dire au stade 1. Cette diapositive, si vous résume ce qu'on vient de dire là, c'est-à-dire que si on vous dit que votre malade est au stade 5, ça veut dire qu'il a une insuffisance rénale terminale. Autrement dit, en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, si vous avez un service de dialyse, il nécessite déjà la dialyse. Déjà. Dans les autres cas, c'est discutable. On peut encore voir. Mais au stade 5, sans dialyse, il va certainement, au bout de quelques heures ou quelques jours, il va mourir. Alors, évaluer la fonction rénale donc peut être quelque chose qui est basé sur les différentes parties d'un néphron. C'est pour ça que je parle des marqueurs organiques ou bien des marqueurs systémiques. Ce rappel-ci, c'est encore pour vous dire, sur le rein, les différents mouvements dont nous avons parlé, notamment la cellule tubulaire, est bourré de phénomènes de mouvement d'eau et de substances.
Arrêtons-nous ici seulement sur les mouvements de sodium. Il y a des pompes sodiques, il y a des pompes sodium-proton, des pompes sodium-potassium, il y a des diffusions, ainsi de suite. Vraiment, vous allez revoir votre cours de première année au collège. Au niveau des tubes contournés, au niveau des tubules rénaux, en termes de médecine moléculaire qui reprend de nos jours de la valeur, une valeur extrêmement importante, que ce soit les passages intercellulaires ou intracellulaires par le biais des pompes, les pathologies de ces pompes-là, ces pompes peuvent dysfonctionner. Les dysfonctionnements de ces pompes-là, qu'ils soient induits par des médicaments, qu'ils soient induits par la toxicité, sont en train de devenir une approche intéressante dans certains groupes de recherche pour les marqueurs de la fonction rénale. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a un patient à l'hôpital général de Douala qui est arrivé avec une hyponatrémie telle qu'on n'a pas souvent vue. C'était une hyponatrémie où la prise en charge, on a commencé à mettre du salé en perfusion, mais vraiment du salé en quantité et en continu. Et puis à la fin de chaque poche de salé, il est en hyponatrémie. Pendant 3 jours, il a reçu des quantités énormes de salé. Non, on pense qu'il y a des pathologies peut-être qui étaient inaperçues, mais sachez que on devrait être en mesure d'explorer la fonction rénale par l'exploration des cellules issues de nos tubules ou bien des biopsies pour regarder les glomérules. Les marqueurs d'atteinte glomérule tubulaire peuvent être glomérule tubulaire, je veux dire, ou bien tubulo-interstitiel. Ça, c'est connu depuis, mais c'était le monde dans lequel, pour ce faire, on avait besoin de faire des biopsies. La biopsie, c'est quand même assez invasif. Faire des biopsies rénales pour voir si le problème est vasculaire, si le problème est glomérulaire, si le problème est tubulaire ou si le problème est interstitiel. Et aujourd'hui, avec la médecine moléculaire, on arrive à avoir des candidats marqueurs. Vraiment, ils sont très nombreux. Hein. Il y a l'ostéopontine, il y a l'hypocaïne, la cystatine C. Nous allons un peu plus en parler pour d'autres raisons. Bref, quel que soit le segment qui vous intéresse, que ce soit le tube proximal distal, que ce soit l'anse de Henle, le tube collecteur, le cortex lamédulaire, vous allez avoir des marqueurs qui concernent la physiologie, le fonctionnement du segment en question. C'est un article de Nature Biotech 2022. Donc, si vous avez besoin de l'article, n'hésitez pas à me dire. Donc, cette diapositive est là pour vous rappeler que après le siècle dernier, on a ajouté il y a une trentaine d'années la cystatine C. Alors, je ne vais pas vous parler de la créatinine, des méthodes que vous avez dans votre laboratoire. C'est vraiment un labo de biochimie. C'est à vous de me présenter ça. Je passe cette diapo. Pour l'urée, c'est à peu près la même chose. On peut avoir une augmentation du taux d'urée ou une diminution dans les cas qui sont cités là. Cette diapo, c'est celle que nous venons de voir. Bon, je peux juste dire que l'ostéopontine, par exemple, ne va pas être
forcément pour le tube contourné distal. Vous allez avoir l'ostéopontine également là. Vous allez avoir l'ostéopontine au niveau de l'anse de Henle. Mais vous avez... Oui, cette diapositive vous raconte les atteintes rénales, que les atteintes rénales peuvent être aussi dues à des maladies systémiques. Et c'est le diagnostic des maladies. Quand vous diagnostiquez cette pathologie systémique, vous êtes obligé de regarder ce qui se passe au niveau des pathologies rénales. De regarder soit en faisant des prises sanguines, soit en faisant des prises urinaires, d'une part. Mais d'autre part, il faut savoir que, attendez, je cherche le surlignant, voilà. Oui, en sachant que les marqueurs usuels restent de moindre coût. La notion de coût est très importante par rapport aux nouveaux biomarqueurs. Ce qui fait que on reste sur la créatinine, par exemple, c'est essentiellement le coût et par rapport à la cystatine, il faudrait multiplier le prix par 3, par 4, par 5 en fonction de certains hôpitaux, certains laboratoires. Et puis, les valeurs de référence. Il y a des valeurs qui sont là, mais ce n'est pas la standardisation qui demande d'être population spécifique, qui demande d'être sur des très grands échantillons. On n'en est pas encore à ça, malgré que ça fait plusieurs décennies. Théoriquement, le marqueur idéal doit être une substance endogène. La créatinine et la cystatine C le sont. Librement filtrées, c'est le cas, avec une concentration plasmatique non modifiée par des facteurs endo ou exogènes et variabilité inter- et intra-individuelle moindre. Voilà. Donc, pour le gold standard, on utilise l'inuline, qui est une substance synthétique, qui est une substance exogène, en fait, qui est filtrée et qui n'est ni réabsorbée ni sécrétée. C'est vraiment, on va dire, de la perfection. Mais justement, ça revient sur ce que j'ai dit, le coût et le suivi d'un patient chez qui vous avez fait une première mesure et que vous êtes en train de suivre, par exemple, dans un service de médecine intensive, de réanimation. La décroissance de radioisotopes marqués ou non marqués, mais comme je le dis, la complexité technique et le coût de l'utilisation de ceci rendent inadéquate pour une utilisation en routine. Ça, c'est l'idéal. Ouais, dans un laboratoire de recherche, c'est souvent ce qui est utilisé, puisque on va sur des petits échantillons, sur des rats, des animaux de laboratoire. La cystatine C, je l'ai déjà dit, c'est une protéine dont l'expression génique est continue. Ici, l'expression est génique. Sachez-le, pour la créatinine, l'influence de l'expression n'est pas génique, elle est plus métabolique, elle est plus du catabolisme de ce qu'on a mangé. Et voilà. Mais c'est la continuité de la production qui est le mot-clé. Elle peut être influencée plus ou moins par le sexe, plus ou moins par la masse musculaire, on ne dit pas, mais donc cette influence n'est pas très importante comme pour la créatinine.
la créatinine, directement, la masse musculaire et le sexe et l'âge sont des influences indiscutables. C'est un polypeptide donc glycosylé, vous lirez ici, c'est de la biochimie, qui a les valeurs sériques stables, vraiment stables comme ça, entre ces tranches d'âge-là. J'aime bien qu'on fasse comme dans la vraie vie, pour toute substance. Filtration, réabsorption, sécrétion, excrétion. Alors, faible poids moléculaire et charge positive, on a déjà dit, la filtration devient libre. Elle est libre, mais une partie ne sera pas filtrée et va continuer dans le courant sanguin, mais cette partie-là ne va pas subir de sécrétion. C'est-à-dire que le taux plasmatique de cystatine que vous avez est lié, donne une image de la filtration uniquement. Son seul mécanisme influenceur, c'est la sécrétion. Plus il augmente, moins la sécrétion se passe. C'est ça. Vous allez me dire, mais je n'ai pas terminé, il y a la filtration, il y a la réabsorption, mais la réabsorption va donner un catabolite. C'est pas comme dans le sens, c'est pas comme le glucose qui est réabsorbé et qui se remet à circuler. Lorsqu'il y a réabsorption de cystatine C, cette réabsorption va être catabolisée. Donc, on ne va pas s'ajouter à la cystatine C normalement circulante. L'autre cystatine C qui a été sécrétée, qui a été excrétée, est chimiquement instable et par conséquent, les prélèvements urinaires ne sont pas souvent indiqués pour mesurer le taux de cystatine C. Si ça avait été le cas comme pour l'inuline, il suffirait de mesurer dans l'urine et dans le sang pour savoir de façon alors parfaite le débit de filtration glomérulaire. Les techniques, elles sont là. Vous les connaissez, la néphélométrie, les valeurs de référence. Je ne vais pas revenir en parler à des chimistes. Les nouvelles approches pour les autres marqueurs de l'exploration. On n'a pas seulement la créatinine, l'urée, l'albumine et la cystatine C. Les mêmes techniques de plus en plus sensibles permettent de détecter et de séparer, vous connaissez bien la protéomique, bien la spectrométrie de masse, de caractériser et de valider. Ces techniques sont bien connues. Je vais juste ajouter un petit mot pour ceux qui s'intéressent maintenant de plus en plus dans ce monde qui se généticise. Les omics, la génomique, la transcriptomique, la protéomique, la métabolomique. J'aime bien parler ça, les omics. En fait, l'expression des omics nous intéresse parce que le rein est très perfusé. C'est-à-dire, on a 400 millilitres de sang pour 100 grammes de rein. Il y a vraiment aucun autre organe, au repos du moins, qui atteint ces valeurs-là. C'est l'un des organes les plus perfusés dans l'organisme. Donc, rien que l'hémodynamique et le passage des électrolytes vont être pris en compte pour l'homéostasie de notre fonction rénale. Alors, ceci étant dit, on sait que tous ces transports transmembranaires, transtubulaires, intercellulaires au niveau du rein dépendent de l'équipement qui est. Cet équipement-là, si vous prenez une cellule, un fragment du tube contourné, vous allez voir qu'il est bourré de mitochondries histologiquement.
bruit des mitochondries. Les mitochondries ont toutes des fragments d'ADN. Et si on va dans les parties minces de l'anse de Henle, il y en a vraiment très peu. En fait, c'est pour gérer tout ce qui est transport, que ce soit transport sur les bordures en brousse avec paiement de l'ATP. C'est pour ça que je vous parlais de dynamisme. Du coup, s'intéresser à l'expression des protéines dans les cellules des tubes contournés, ce qu'on va appeler la protéomique, ou bien de s'intéresser à la commande de cette expression, c'est la génomique, devient aujourd'hui une source de candidats, de marqueurs candidats de la fonction glomérulotubulaire. Il y a des promesses très très intéressantes là-dessus. Je vais vous passer quelques deux ou trois articles là-dessus, mais sachez que de façon presque routinière, nous avons la créatinine, presque routinière, nous avons la cystatine C. Les autres promesses viennent de ces autres molécules, là, le NGAL, le neutrophile gélatinase associé de l'hypocaline. Voilà, j'oublie, hein, nous pouvons avoir la vantardise de nous dire que dans notre établissement, les professeurs Amamo, les professeurs Kazé et consorts sont en train de creuser cette question sur la cystatine. Si vous avez des questions, cystatine est par exemple maladie parathyroïde, pour l'évaluation de la fonction rénale. Ça, si vous avez une intelligence pour la décennie qui vient, sachez que vous devez vous intéresser vraiment à ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que parmi vous, il y a ceux qui ont des mémoires à faire là-dessus. C'est ce que je voulais vous dire. Et il y en a d'autres voilà, qui vont s'engager sur le NGAL. Bref, hors de la routine, je suis en train de vous parler comme chercheur plutôt que comme clinicien. C'est pour ça que je raconte tout ceci. Et les techniques très prometteuses qui sont en train qui vont être utilisées, en dehors des techniques usuelles de biochimie usuelle, c'est des techniques de génomique et de protéomique. Voilà, le reste, c'est des choses que nous avons déjà discutées. Je vous remercie. En vous remerciant ceci, pour ce qu'on a dit, vous pourriez voir alors donc que ça fait quand même un certain temps que les gens s'intéressent au damage mitochondrial comme marqueur. Ça va devenir des marqueurs des maladies rénales, la protéomique, la métabolomique, non seulement pour voir quelle est l'étiologie, mais pour le traitement et la prévention. C'est Clinical Journal of American Society of Nephrology 2020. Vraiment, il faudra regarder ça. Et l'autre diapo que vous avez vu était basé sur Nature Biotech. C'est vraiment des choses qui sont et que mon ami et patron, professeur Vicky Amamo et professeur Kazé sont encore en train de tirer la science vers l'avant. Alors je vous remercie pour votre attention et bonne journée. N'hésitez pas maintenant s'il y a des questions dans le forum. Nous n'avons pas fait ça à cause de l'examen, mais c'est pour faire avancer un peu nos connaissances et notre science. Merci.